la bague au doigt. Elle n'aurait jamais dû lui parler. Du moins, c'est ce que tout le monde lui répétera plus tard. Mais ce jour-là, dans ce café élégant du 6e arrondissement de Paris, elle a osé. Et sans le savoir, Clara venait d'ouvrir une porte sur un passé que personne n'avait osé regarder en face. Si tu aimes les histoires vraies, poignantes, humaines, des histoires où un seul mot peut changer une vie entière, alors abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater la suite. Ce matin-là, il faisait gris, un de ces matins de novembre où les trottoirs brillent sous la pluie fine, où les passants se hâtent, tête baissée, les épaules rentrées, et où le monde semble marcher en silence. Le Céleste ouvrait ses portes à 8 heures précises. Un café chic, feutré, tenu par un couple d'anciens restaurateurs. Une clientèle exigeante, discrète, souvent influente. On y croisait parfois un ministre, un écrivain célèbre, ou un architecte aux lunettes rondes dont les projets redessinaient les villes. Clara y travaillait depuis presque un an. 22 ans, étudiante à la Sorbonne en histoire de l'art, elle alternait les nuits courtes, les livres annotés, et les plateaux de cappuccino à servir avec le sourire. Elle n'était pas du genre à se plaindre. Elle connaissait la dureté de la vie, le poids des factures, les fins de mois qui grattent. Sa mère, infirmière dans un petit hôpital de Tours, s'était toujours battue seule pour l'élever. Clara l'admirait. Et pour elle, travailler en parallèle de ses études n'était pas un fardeau, mais une forme de reconnaissance. Ce matin-là, Clara était arrivée un peu en avance. Elle avait noué ses cheveux en chignon, glissé son carnet dans son sac, et enfilé sa chemise blanche à peine repassée. Dans la réserve, elle s'était regardée quelques secondes dans le miroir terni, avait esquissé un sourire, puis s'était élancée vers la salle. Les premières heures s'étaient écoulées sans surprise. 2 expressos pour les frères Martel, le duo de notaires bavards, un thé jasmin pour la vieille Madame Châtelain, toujours plongée dans un roman de Zola, et un flat white pour cette femme élégante qui écrivait des mails furieux à son éditeur. Puis il est arrivé. Il était environ 10h45. L'heure creuse entre le rush du matin et l'arrivée des premiers déjeuners. La porte s'est ouverte doucement, presque en silence, et un homme s'est avancé. Il avait la démarche tranquille, assurée, mais nonchalante. Comme s'il avait tout le temps du monde, et rien à prouver à personne. Un manteau long couleur graphite, un costume 3 pièces impeccable, une écharpe anthracite soigneusement enroulée autour du cou. Ses cheveux, courts et bien coiffés, étaient poivre et sel. Son visage n'avait rien de familier, mais Clara a senti quelque chose. Une prestance. Une histoire. Une gravité. Il a choisi la table du fond, près de la baie vitrée. Il s'est assis sans un mot, a sorti un petit carnet noir de sa poche intérieure, et s'est mis à écrire. Pas sur un téléphone. Pas sur un ordinateur. Sur du papier. Lentement. Comme s'il notait quelque chose de sacré. Clara a attendu quelques minutes. Puis elle s'est approchée, carnet de commande à la main. « Bonjour monsieur, je peux vous proposer quelque chose ?» Il a levé les yeux. Il avait des yeux très clairs, entre le gris et le bleu, presque transparents. Il l'a regardé sans sourire, mais avec douceur. « Un espresso, s'il vous plaît. » Elle a hoché la tête, s'est éloignée, et s'est surprise à le regarder discrètement en préparant la commande. Il écrivait toujours. Comme s'il parlait à quelqu'un d'absent. Quand elle est revenue avec la tasse fumante, elle l'a déposée doucement sur la table. Et c'est là qu'elle l'a vue. La bague. Elle ne saurait dire pourquoi elle l'a remarquée. Il n'y avait rien d'extravagant. Une simple bague en argent, un peu usée par le temps, avec une petite pierre verte enchâssée au centre. Une pierre discrète, mais brillante. Et cette bague, Clara la connaissait. C'était exactement la même que celle que portait sa mère depuis toujours. Depuis aussi loin qu'elle s'en souvienne. Une bague qu'elle n'avait jamais retirée. Une bague dont elle disait parfois, c'est une vieille histoire. Et chaque fois qu'on lui posait des questions, elle changeait de sujet. Clara a hésité. Elle aurait pu se taire. Passer son chemin, garder sa curiosité pour elle. Mais quelque chose l'a poussée. Une pulsion incontrôlable. Une intuition. Elle a fixé la bague. Puis elle a levé les yeux vers l'homme. « Et excusez-moi, je sais que ça peut paraître étrange, mais, ma mère a la même bague que vous. » Le carnet s'est refermé. Net. Comme si ces mots avaient été arrêtés en plein vol. L'homme a tourné la tête. Lentement. Il l'a regardé longuement.
Clara a senti son cœur battre plus vite. Elle s'est soudain trouvée ridicule. Pourquoi avait-elle dit ça? Elle allait s'excuser, s'éloigner. Mais il a parlé. Comment s'appelle votre mère? Elle a dégluti. Hésité. Le ton de sa voix n'était ni froid, ni dur. Juste, intense. Sophie. Sophie Durand. Elle est infirmière. À Tours. Et là, l'homme a changé. Son visage s'est figé. Comme si ce nom avait traversé les années pour le percuter de plein fouet. Il a reculé légèrement sa chaise, retiré la bague de son doigt, et l'a posée devant lui. Puis il a murmuré, presque dans un souffle. Je crois que nous devrions parler. Clara n'a pas répondu. Elle s'est figée. L'air semblait plus lourd. Plus dense. Comme si le passé venait d'entrer dans le café. Et dans ce silence étrange, entre deux gorgées de café refroidi, un secret venait de frapper à la porte. À suivre, dans le chapitre 2. Mais avant ça, si tu veux connaître la suite, si tu veux comprendre ce que cette bague cachait depuis toutes ces années, alors abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux vraiment pas rater ce qui va arriver. Le secret de la pierre verte. Le lendemain, Clara ne parvint pas à se lever. Son réveil sonnait depuis 7 minutes, mais son corps refusait de bouger. Dans son esprit, une seule scène tournait en boucle, la bague, posée sur la table du café, et cette phrase, presque chuchotée, qui avait résonné plus fort que n'importe quel cri. Je crois que nous devrions parler. Elle avait quitté le céleste sans un mot. En silence. En pilotage automatique. Le cœur martelant contre sa poitrine, les mains moites, les jambes tremblantes. Ce matin-là, elle appela le café, inventa une grippe, et passa la journée recroquevillée dans un coin de son canapé, le regard perdu, son ordinateur ouvert sans qu'elle ne lise une seule ligne. À 18 heures précises, elle s'y rendit. Même lieu. Même table. L'homme était déjà là. Il s'était installé face à la baie vitrée, toujours vêtu avec la même élégance, mais cette fois, il ne lisait pas, n'écrivait pas. Il attendait. Un espresso refroidissait devant lui. Clara s'assit. Il la salua d'un signe de tête. Pas de sourire, mais un certain soulagement dans les yeux. Un silence s'installa. Long. Presque pesant. Mais pas hostile. Juste, chargé de tout ce qui n'avait pas encore été dit. Je m'appelle Damien Verne, dit-il enfin. Et si votre mère est bien Sophie Durand, alors il est possible que... Il s'interrompit. Posant ses coudes sur la table, il croisa ses mains devant son visage. Il est possible que vous soyez ma fille. Clara sentit un frisson courir le long de son dos. Pardon? Il inspira longuement, comme on inspire avant une confession. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai vécu une histoire avec une femme. Votre mère. Je ne l'ai jamais oubliée. À l'époque, j'étais encore étudiant, sans fortune, sans attache. Nous étions jeunes, très amoureux. Du moins, je le croyais. Puis, un jour, elle est partie. Sans prévenir. Plus de lettres. Plus d'appels. J'ai attendu. Longtemps. Et puis, j'ai appris à vivre sans elle. Il s'arrêta. Il semblait chercher ses mots avec précaution. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était enceinte quand elle a disparu. Clara resta figée. Vous pensez que ma mère vous a caché ma naissance? Il acquiesça. Doucement. Je ne l'affirme pas. Je ne veux accuser personne. Mais cette bague, dit-il en la sortant de la poche intérieure de son manteau, je lui avais offerte. C'était une pièce unique. Forgée par un petit artisan à Marseille. Il n'en a jamais fabriqué deux. Clara sentit ses mains devenir moites. La bague de sa mère, celle qu'elle portait toujours, celle qu'elle refusait de retirer, celle dont elle ne parlait jamais. Elle venait de lui. Pourquoi ma mère ne m'aurait-elle rien dit? Damien regarda dehors. La pluie commençait à tomber, en filet fin sur la vitre. Peut-être avait-elle peur. Peur de ma vie. De mes choix. Je suis devenu un homme public, souvent loin, souvent critiqué. Peut-être voulait-elle vous protéger de ce monde-là. Ou peut-être voulait-elle tourner la page. Oubliez ce chapitre. Certaines blessures sont plus lourdes que d'autres. Clara ne sut que répondre.
L'homme en face d'elle semblait sincère. Perdu, comme elle. Elle vit briller une larme dans le coin de ses yeux, mais il la retint, avec cette fierté douloureuse qu'ont les hommes qui n'ont jamais appris à pleurer. « Et si, murmura-t-elle, si vous êtes vraiment mon père, qu'est-ce que ça change ?» Il sourit. Un sourire discret, fragile, brisé. « Tout. Ou peut-être rien. Je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai construit des musées, des fondations, j'ai aidé des centaines de jeunes, mais je n'ai jamais pu transmettre ce que j'étais, vraiment. Si tu es ma fille, alors peut-être que rien de tout ça n'aura été vain. » Elle resta muette. « Je ne veux rien t'imposer. Ni un nom, ni une histoire. Je veux seulement une chance de savoir. Et de réparer ce qui a été brisé. » Clara baissa les yeux vers la bague. Elle sentit quelque chose remuer en elle. Une question, un vertige, un écho qu'elle n'avait jamais su formuler. Une partie d'elle venait peut-être de cet homme. De son silence, de son absence, de son passé. De ses choix. « Je vais parler à ma mère, dit-elle enfin. Je veux entendre sa version. » Il hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Le lendemain, Clara prit le premier train pour Tours. Le cœur en feu, les pensées en vrac. Elle n'avait rien dit à sa mère au téléphone. Elle voulait la regarder dans les yeux. Sentir si la vérité pouvait encore se lire dans les plis de son visage. Quand elle entra dans la petite maison de banlieue, elle trouva sa mère en train de plier du linge. « Maman, j'ai quelque chose à te demander. » Et là, sans détour, elle prononça son nom. Damien Verne. Le linge tomba des mains de Sophie. Elle devint livide. Et pour la première fois de sa vie, Clara vit sa mère pleurer. Oui, elle avait connu Damien. Oui, elle était tombée enceinte. Et oui, elle avait eu peur. Trop peur de tout lui dire. « Je voulais te protéger, ma chérie. Je ne savais pas s'il t'accepterait, s'il t'arracherait à moi. J'ai choisi la sécurité. Pas la vérité. Et je ne le regrette pas. Mais je sais que j'aurais dû te parler. » Ce soir-là, dans la cuisine silencieuse, entre deux tasses de thé froid, mère et fille se sont réconciliés avec un passé qui ne demandait qu'à respirer. Et une semaine plus tard, Damien rencontra Sophie. Ils restèrent plus d'1 heure à parler, seuls, dans ce même café parisien. Clara les observait de loin. Deux silhouettes vieilles d'un amour interrompu. Deux destins qui, peut-être, auraient pu être autre chose. Aujourd'hui, Clara étudie à l'école du Louvre. Une bourse a financé ses études, discrètement. Offerte par une fondation qui porte le nom de Damien Verne. Et chaque dimanche, ils se retrouvent autour d'un café. Parfois ils parlent, parfois ils se taisent. Mais toujours, ils sont là. Et sur la main de Clara, brille désormais une bague en argent. Identique à celle de sa mère. À celle de son père. Un héritage. Une promesse. Une vérité retrouvée. Si cette histoire t'a bouleversé, si elle t'a touché au fond du cœur, alors abonne-toi dès maintenant. Parce que chaque semaine, je t'emmène dans des récits vrais, intimes, profonds. Des histoires comme celle-ci, qui ne laissent personne indemne. Et la prochaine pourrait bien être encore plus forte. Tu ne veux pas la manquer.